Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Fabien Amias, vous recevez ce matin Jérôme Jaffray, le politologue. Et politologue, c'est pas un métier facile avec cette campagne. Bonjour Jérôme Jaffray. Bonjour. Non, c'est certainement pas facile et on ne fera pas, comme le disait Nicolas Canteloup juste avant, de pronostic. On va réfléchir ensemble à la situation telle qu'elle est. On n'est pas là pour donner le nom du vainqueur que l'on ne connaît pas. Donc vous êtes politologue, vous dirigez le CECOP. Tout d'abord, si on tire les enseignements du précédent débat sur TF1 il y a 15 jours, est-ce que les lignes peuvent bouger après les échanges de ce soir? Est-ce qu'un débat de cette nature peut faire bouger quoi que ce soit? C'est un temps fort de la campagne, les débats. Maintenant, la présidentielle, c'est un peu un spectacle. Les Français ont du mal à rentrer dedans, mais le côté spectacle, ça leur plaît. Et par exemple, dans le débat précédent, ça a eu une très grande importance pour la percée de Jean-Luc Mélenchon. Qui a gagné 5 points dans les études. Qui a gagné en intention de vote, qui a gagné énormément en popularité, et ça a un peu déstabilisé Benoît Hamon. Donc la question de ce soir, c'est de savoir si dans la confrontation qu'il y aura, ça peut bouger les choses. Et puis, il y a la découverte des petits candidats, entre guillemets. Ça, c'est des choses intéressantes d'une présidentielle. Vous avez des gens qui font pas beaucoup de voix, mais qui percent dans l'opinion. Pensons dans le passé à Laguillet, à Besancenot, à Villiers, à Dupont-Aignan. Vous avez des gens qui deviennent des personnages de la vie politique. Et qui peuvent, même s'ils font peu de voix à l'arrivée, affaiblir le score de l'une ou l'autre des personnalités de leur camp et donc changer la donne à l'arrivée. Forcément, ça peut avoir un effet. On se souvient de 2002, où les candidats d'extrême gauche ont contribué à l'élimination de Jospin. Est-ce que, Jérôme Jaffray, on a déjà constaté une telle fragilité de l'opinion à ce stade de la campagne? Je rappelle qu'on est à moins de 3 semaines du premier tour et une enquête d'Ipsos de la semaine dernière révélait qu'il y avait 41% des personnes interrogées qui se disaient indécises. C'est exceptionnel, effectivement. D'habitude, on a 25% d'indécis à ce stade de la campagne. On a aussi un mécanisme important qui est un taux d'abstention qui s'annonce très élevé encore. Alors, les électeurs peuvent décider de se mobiliser dans la dernière période. De quel ordre, Jérôme Jaffray, on est à peu près autour de 35% d'abstention, alors que d'habitude, pour la présidentielle, en 2012 par exemple, c'était 20% seulement d'abstention au premier tour. Donc, les électeurs ont beaucoup de mal à rentrer dedans, et pour ceux qui rentrent dedans, beaucoup de mal à décider vraiment leur choix de candidat. Donc vous avez raison, c'est exceptionnel. Mais est-ce que ça veut dire que ce taux d'indécision et cette faiblesse de la participation annoncée, ça peut laisser présager dans les 3 semaines qui viennent des mouvements d'opinion très importants et finalement que les affiches qui sont annoncées aujourd'hui pourraient être totalement rebattues? Alors, vous savez, il y a des mouvements, mais les mouvements peuvent aller dans plusieurs sens et dans des sens contraires. Ils peuvent s'annuler en partie. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on voit de plus en plus dans nos démocraties, les électeurs se décident quelques jours avant le vote, vraiment dans la dernière ligne droite. Et c'est du coup, par exemple, l'espoir d'un François Fillon. Cristallisation, quoi, le mot qui indique au moment où les choses sont faites. Autrefois, dans les présidentielles précédentes, on avait tendance, la présidentielle depuis la mort de Pompidou, elle a lieu au mois d'avril, on avait tendance à dire c'est en février que ça se passe. Et là, non, ça ne s'est pas passé. Et pour le moment, ça ne semble pas encore s'être vraiment produit. Jérôme Jaffray, je voudrais revenir avec vous sur 2 expressions qui sont très à la mode dans cette élection. Le vote caché et le vote utile. Alors d'abord, le vote caché. Il est avancé par les partisans de François Fillon qui disent « Ah, mais il y a beaucoup de gens qui n'osent pas dire qu'ils vont voter François Fillon. Il est bien plus élevé en réalité que ne laissent entendre les études d'opinion. » Ça existe, le vote caché? Est-ce que c'est comparable, par exemple, avec ce qu'a connu le Front National pendant des années, qui était sous-estimé par les sondeurs? Écoutez, vote caché, je regarde sous la table, je ne vois rien pour le moment. Ce qui est vrai, c'est que la droite, elle fait pas 18% dans le pays. Fillon, il est crédité de 18% dans les intentions de vote. La droite, normalement, c'est au moins 25% des voix. Donc, il y a un déficit. Il y a quelque chose que Fillon a perdu avec les affaires, et peut-être aussi en partie à cause de son projet, et que pour le moment, il ne mobilise pas. Vous avez une partie des électeurs Sarkozy de 2012 assez importante qui est chez Emmanuel Macron, une autre qui est chez Marine Le Pen. Fillon n'arrive pas à tenir les deux bouts. Donc, plutôt qu'un vote caché, c'est le rassemblement des électeurs de droite qui est son enjeu, et on le verra en particulier ce soir au débat s'il parvient à avancer sur ce terrain. Alors l'autre notion dont je parlais, c'est le vote utile qui est invoqué de part et d'autre. Il y avait Laurent Wauquiez qui disait dans le JDD « J'appelle à un vote utile en faveur de François Fillon ». Nombreux sont ceux, par exemple, tel Manuel Valls qui rallie Emmanuel Macron, qui disent « Mais on le fait pour empêcher le Front National de gagner la présidentielle ». Cette notion de vote utile, là, c'est une vue de l'esprit pour sachant ou c'est une réalité politique ? C'est une réalité. Ce qui est d'ailleurs étonnant dans cette élection, c'est que le Parti socialiste, qui pendant tant d'années a joué du vote utile pour réduire ses partenaires et dire bon, il faut pousser le socialiste pour le faire aller au second tour et lui permettre de donner des chances de victoire, c'est lui qui
qui est victime aujourd'hui du vote utile. C'est-à-dire Benoît Hamon, son candidat, est victime de l'idée, il y a un vote utile plutôt pour Macron, éventuellement pour Mélenchon pour représenter toute la gauche, et c'est lui qui en souffre. L'intéressant, c'est le vote utile Fillon, effectivement, qui a été avancé par Wauquiez, et qui est l'idée, oublions les problèmes de Fillon, ce qu'on peut penser, ce qui nous a déçus sur certains points, pour venir à cette idée, il faut voter pour la droite parce que la droite, ce serait la vraie alternance. C'est ça manifestement leur thème pour les 10 derniers jours. On progresse avec vous dans la compréhension de ce qui est en train de se jouer en ce moment. Je lisais ce matin une tribune dans le Figaro de Jean d'Ormesson qui disait ceux qui vont bouger fortement désormais, c'est Macron vers le bas et Fillon vers le haut. Macron n'a pas de socle, il vit de la chute des autres. Alors j'ai regardé ces histoires de socle, c'est vrai que ceux qui se disent sûrs d'aller voter Emmanuel Macron, c'est 50% des gens qui déclarent en sa faveur aujourd'hui. Un peu plus maintenant. Voilà, et tandis que pour François Fillon et Marine Le Pen, c'est autour de 80%. C'est ça aujourd'hui la fragilité d'Emmanuel Macron? C'est que les gens qui disent qu'ils vont voter pour lui ne sont pas si sûrs d'eux? Oui, il y a un doute sur Emmanuel Macron. Les Français ne le connaissent pas bien. Ils ne savent pas exactement s'il est élu, si son programme ira plutôt vers la droite ou plutôt vers la gauche, alors qu'ils aiment bien dans une présidentielle qu'on connaisse vraiment la direction. Et puis ils ne savent pas bien avec qui il va gouverner. Excusez du peu. Tout ça, ça fait des interrogations sérieuses qui font que du coup, Emmanuel Macron, qui est dans une position d'équilibriste, essaye de garder jusqu'au bout cet avantage. Le problème Fillon... On voit d'ailleurs dans une interview hier du Monde où il refuse de trancher clairement sur avec qui il va gouverner, quoi. Oui, en vrai dire, il ne peut pas le dire avant la présidentielle car il perdrait d'un côté ce qui le rassurerait de l'autre. Et pour Fillon, si vous voulez, vous avez la situation où effectivement c'est très solide, ses électeurs, et en même temps c'est sur une base trop étroite. C'est ça son problème. Et donc son enjeu c'est d'élargir cette base. Alors on parlait de Marine Le Pen qui elle a une base solide. Il y a deux écoles aujourd'hui. Il y a ceux qui pensent qu'elle peut être élue. C'est ce que dit par exemple Emmanuel Macron dans Le Monde hier. Il dit regardez Trump, il a été élu alors que personne n'y croyait. Et puis il y a ceux comme Jean-Luc Mélenchon qui disent en meeting samedi après-midi vous savez, une chaise, une table ou un banc seront élus plutôt qu'elle dans le pays. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes de l'école Macron ou de l'école Mélenchon vis-à-vis de Le Pen? Entre les deux, naturellement. C'est-à-dire qu'on ne peut plus totalement écarter l'hypothèse d'une victoire Marine Le Pen. Ce ne serait pas sérieux. Et quand on pense que son père n'a fait que 18% au second tour de la présidentielle de 2002, on voit le chemin parcouru. En même temps, Marine Le Pen, si vous voulez, elle est capable normalement de gagner entre 5 et 10 points entre le premier et le second tour, d'après ce qu'on sait des élections précédentes. Ça paraît un peu juste pour aller vers la victoire si elle n'a pas des ralliements. Donc elle, ce qu'elle vise, c'est un second tour face à Macron. Ça lui plaît tout à fait, parce qu'elle espère casser la droite et l'électorat de droite, le faire venir en partie vers elle. Est-ce que ce sera suffisant? En principe, non. Mais sinon, son objectif, c'est de devenir la principale force d'opposition à Emmanuel Macron s'il est élu, et là, de viser 2022, bien sûr. Ce qu'on dit très souvent, Jérôme Jaffray, et toujours pour rester sur le sujet de Marine Le Pen, je ne sais pas si c'est une idée répandue finalement ou une tarte à la crème, c'est que l'abstention, d'une certaine manière, est la meilleure alliée du Front National. C'est juste, vous pensez que ceux qui ne vont pas voter font le jeu de Marine Le Pen? Alors, distinguons si vous voulez. Pour le premier tour, Marine Le Pen, s'il y a beaucoup d'abstention, ça touchera principalement les catégories populaires. On le voit très clairement dans les sondages. Or, les catégories populaires, c'est là-dessus que Marine Le Pen s'appuie. Et en revanche, pour le second tour, ce qu'on voit traditionnellement quand le Front National arrive au second tour dans les élections, c'est qu'il y a beaucoup d'électeurs qui ne sont pas allés voter au premier tour et qui là se mobilisent pour battre le Front National. Donc l'abstention dans cette affaire est un risque en réalité pour Marine Le Pen, et au premier tour et au second tour. Elle a besoin d'une participation élevée au premier tour et pas d'une surmobilisation au second. Si on se décolle un petit peu du tableau et qu'on regarde le paysage politique tel qu'il se dessine aujourd'hui, et pour reprendre l'expression d'Emmanuel Macron hier, lui il parle d'une tripartition avec une gauche qui se radicalise et qui semble performer autour de Jean-Luc Mélenchon, une droite qui se durcit avec un rapprochement, une porosité des thèmes entre le Front National et la campagne de François Fillon, et un pôle central dont Macron serait l'incarnation. Est-ce que ce schéma aujourd'hui est juste? Est-ce qu'on passe d'un système à trois forces politiques? C'est une présentation qui arrange beaucoup Emmanuel Macron, bien entendu, parce que c'est lui qui l'a fait. L'espace central gigantesque, c'est lui dont il est le leader et qui espère évidemment porter aux législatives un grand succès pour cet espace central. Ce sera probablement plus compliqué, parce qu'en réalité, vous aurez une gauche qui va se maintenir,
Hamon, Mélenchon, tout ça ne rallieront en aucun cas Emmanuel Macron et sa majorité. Vous avez une droite qui se continuera d'exister, qui se séparera de l'extrême droite toujours, je crois. Wauquiez, Barouin sont dans ce schéma. Le Front National puissant, et puis Emmanuel Macron qui essaiera de créer sa propre force. Ça fait 4 forces. Et avec 4 forces, difficile pour Macron tout de même d'avoir une majorité absolue aux législatives qui suivrait la présidentielle s'il est élu. Parce que vous croyez encore à la résistance du PS, le centre qu'incarne Emmanuel Macron d'une certaine manière n'est pas en passe de remplacer le Parti Socialiste. Vous savez, les partis ils ne meurent pas comme ça. Hein. Le Parti Socialiste, il traverse évidemment une crise profonde, ça va être une élection très dure pour lui, mais vous avez déjà beaucoup de socialistes qui pensent à 2022 et qui se disent il faut garder le Parti Socialiste pour continuer d'exister. Alors, ou bien Macron propose une coalition à l'issue de son élection comme président de la République s'il est élu, et prend une partie du PS avec lui pour éviter ce schéma, ou bien le PS entrera dans l'opposition à Macron. Fait Mitterrand en 71 où il fait une espèce d'OPA sur les socialistes. Voilà, ce serait le schéma qui permettrait éventuellement à Macron de casser le PS, mais en tout cas il ne peut pas le dire avant la présidentielle parce que sa position d'équilibre fait que chute sur ce qu'il fera le lendemain du scrutin. Merci beaucoup Jérôme Jaffray d'être venu en direct ce matin sur Europe 1. À demain Fabien.